Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Gagarine, fable moderne sur un jeune homme qui, laissé à lui-même, tente de sauver sa cité qui lui tient à cœur. Les jeunes comédiens sont très bons, le récit nous emporte grâce à une mise en scène de qualité et une histoire touchante qui est universelle. Je pense que chacun peut s'identifier à Yuri, et c'est en ça que le film est très bon. Donc 7 sur 10. The Deep House, un pseudo-film d'horreur qui met à mal l'urbex avec ce couple qui notamment ici ne respecte pas les lieux qu'ils viennent visiter. Rien que pour ça, vous ne devriez pas voir le film. Mais si vous avez un doute, c'est plutôt mauvais. Ça ne fait pas peur, c'est mal filmé, les acteurs ne sont pas particulièrement bons, certes l'idée est originale, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc 3 sur 10. Teddy. Film de loup-garou à la française, c'est plutôt bien shooté, mais je trouve que ce que l'on voit aurait fait un excellent court-métrage, car on a l'impression qu'ici ils étirent les scènes pour faire un long. Ça rend le tout un peu artificiel, sinon c'est plutôt bien. Et puis Fishback chante le générique de fin, donc 6 sur 10. Président. Comédie politique sur l'addiction au pouvoir avec un ton absurde par moment. C'est très drôle, Galbois et Dujardin portent vraiment le film, même si les seconds rôles sont tenus par de bons comédiens également. De plus, il y a par moments de très jolis plans, puis voir Doria Tillier en chanteuse d'opéra, ça n'a pas de prix, donc 7 sur 10. Sœur, un film gâché par sa bande-annonce qui raconte tout, mais alors tout le film. Du coup, zéro surprise, ennui et désintérêt pour un film qui était plein de promesses. Cependant, la relation entre les trois sœurs est intéressante, tout comme l'histoire autour de leur famille. Puis ça fait plaisir de voir Rachida Brakni dans un rôle majeur au cinéma, donc 4 sur 10. Prime Time. Prise d'otage au nouvel an de l'an 2000. L'histoire est simple mais efficace. Le fait que l'on ne connaisse pas le message du ravisseur fait que tout le monde peut s'identifier et y voir son propre message. C'est intelligent. Le film est crédible. On appréciera que les otages prennent son parti au vu de comment on le traite, surtout qu'il n'a qu'une seule revendication, plutôt simple, qui est de passer à la télé. Donc 5 sur 10. America, le film. Matt Thompson nous livre une satire sur les pères fondateurs de l'Amérique, plutôt fun et décomplexé, sans jamais aller dans le fond des sujets abordés. C'est dommage, de plus l'animation est un peu trop proche de la série Archer, qui n'est pas des plus réjouissantes, même si passé 5 minutes, on s'y fait. C'est divertissant, mais ça aurait pu être bien meilleur selon moi. 5 sur 10. Dynasty Warriors. L'adaptation du jeu éponyme n'est clairement pas une réussite puisque le film est mauvais, que ce soit dans sa construction narrative, sa mise en scène, les effets spéciaux. C'est dommage, car il y avait un vrai potentiel, puis le film annonce une suite, mais franchement, là, ce sera sans moi. 3 sur 10. Fear Street, partie 1, 1994. Un teen movie horrifique, plutôt réussi, mais s'il pompe allègrement ses aînés. On est loin du chef-d'œuvre, mais c'est sympa à suivre. C'est un pur produit Netflix, bien produit et meilleur que les films d'horreur qu'on a en ce moment en salle au cinéma. Donc je vais continuer avec les parties 2 et 3. 6 sur 10. Beauté envoûtante. Un film qui mélange les genres, c'est bien fait, on se prend d'affection pour les personnages, la mise en scène est simple, mais ici c'est plus le récit qui va passionner le spectateur, donc pas d'inquiétude. Si vous aimez les films indiens, de manière générale, vous devriez a priori apprécier celui-là. Donc 7 sur 10. La 8ème nuit. Film policier d'épouvante coréen sans jumpscare, plutôt réussi, même si un peu long et où les événements vont un peu vite. Une mini-série aurait probablement été un meilleur choix pour développer chaque journée nous séparant de la 8ème nuit. Cela dit, c'est plutôt efficace et j'apprécie l'utilisation tout en retenue des effets visuels afin de laisser plus de place à l'ambiance. 6 sur 10. The Tomorrow War. Un film ambitieux, même si assez inégal, qui pille abondamment les autres films de SF. On a l'impression de voir plusieurs films en un, car ça change régulièrement de ton. Le développement des persos est inexistant en dehors de celui de Chris Pratt. Côté voyage dans le temps, c'est incohérent. Les effets spéciaux ne sont pas si mal que ça, mais bizarrement, on reste accroché jusqu'au bout malgré la durée du film. Donc 4 sur 10. Je voulais me cacher. Biopic sur le peintre Antonio Ligabue.
J'ai découvert là, plus qu'un artiste, un homme traumatisé par son passé qui en sera marqué à vie. C'est un film très intelligent qui montre l'homme derrière les moqueries, qui se permet quelques envolées. Elio Germano est de tous les plans et livre une vraie performance. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet artiste, ou le découvrir tout simplement, n'hésitez pas. 7 sur 10. Annette. Léos Carax nous livre une fois de plus une œuvre incroyable à l'imagerie impactante, au casting parfait, le tout sur une BO signée Sparks, qui est des plus redoutables. Tout ça pour mettre tout le monde à sa place, que ce soit les médias, le public ou bien même les stars. Il n'hésite pas à égratigner tout le monde, mais il le fait d'une si belle manière que il serait bien difficile de lui en vouloir, surtout qu'il a bien raison. Une œuvre politique et critique dans un merveilleux écrin, 8 sur 10. La Chapelle du Diable, un film d'épouvante mêlant démons et religion, ainsi que les médias, ça partait bien, dans l'air du temps, et avec un Jeffrey Dean Morgan en forme, il y avait tout pour que ce soit bien, mais on en est loin. Le film tombe dans les facilités, entre les jumpscares à foison et les clichés du genre qui vers la fin ne font que s'enchaîner. C'est vraiment pas terrible, donc 4 sur 10. Black Widow, un film sur la famille de Natasha Romanoff, plus que sur elle, finalement. C'est entraînant, mais c'est bourré de défauts, trop long, des effets spéciaux toujours trop visibles, trop de cuts sur les scènes d'action, trop de facilité scénaristique, et à l'image des séries Disney+, pas de réels enjeux majeurs, même si on veut nous faire croire le contraire. Il n'y a qu'à voir la scène post-générique. Yelena a l'air d'avoir oublié sa mission. Bref, oui, il y a de nombreux défauts, comme dans la majorité des films du MCU. Et d'ailleurs là je vous ai donné une liste qui n'est pas exhaustive, mais en vrai on passe un bon moment, donc 6 sur 10. Fritzy. Les événements qui ont amené la chute du mur de Berlin, vus à hauteur d'enfant, c'est plutôt bien fait et intéressant. L'animation est très simple, mais ça va assez bien avec le récit. On regrettera toutefois quelques longueurs, un film sympathique qui peut être bien à montrer en milieu scolaire, donc 6 sur 10. Major Grom. Le Docteur de Peste, adaptation de la BD éponyme, ce film policier d'action russe est un peu long, mais très agréable à suivre, vu que le spectateur n'a pas le temps de souffler, que la photo est plutôt jolie et que l'histoire est captivante. Le film annonce une potentielle suite et je ne serais pas contre, donc 6 sur 10. Arc Enemy. Un super-héros d'une autre dimension échoue sur Terre et perd ses pouvoirs. Un postulat assez simple qui pouvait nous donner un bon film avec Joe Manganiello. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le film est fauché et les parties en animation servant de cache-misère pour l'autre dimension ne sont pas de bonne qualité. Il y a des longueurs à ne plus en finir et l'histoire est bâclée. Bref, pas un bon film malgré toute la bonne volonté du monde. Donc 3 sur 10. The Beach Boom. Le nouveau film de Harmony Korine ne fait pas exception. Après Spring Breakers, que j'avais foncièrement pas aimé, celui-ci également n'a aucun espèce d'intérêt à mes yeux. Je l'ai regardé pour le casting en me disant que si ça se trouve j'étais tombé sur le mauvais film de ce réalisateur. Bref, ce n'était pas le cas et il faut croire que son cinéma n'est pas fait pour moi. Donc vous l'aurez compris, je ne vous le recommande pas. 1 sur 10. La Vallée des Lanternes. Un film d'animation pour les petits, c'est mignon, mais le mélange animation en image de synthèse pour les personnages et animation traditionnelle pour les décors ne se marie pas toujours très bien. De plus, il y a quelques longueurs et finalement l'histoire aurait pu tenir en un court-métrage. Je n'étais pas le public cible, donc à voir comment les enfants vont l'accueillir. Moi en tout cas, c'est 4 sur 10. Comment je suis devenu super-héros ? Un film de super-héros français réussi, l'adaptation du roman de Gérald Bronner a un très bon casting, une histoire crédible, une mise en scène et des effets spéciaux de qualité. Alors certes, j'aurais été heureux de découvrir sur grand écran. En tout cas, j'espère que sa présence sur Netflix lui permettra une plus grande exposition, 7 sur 10. Fear Street, partie 2, 1978. Une suite qui, elle aussi, s'inspire largement de ses aînés. Pour autant, c'est tout aussi agréable que le premier. Toujours aussi bien produit, et une fois encore, les personnages sont convaincants, donc impatient de découvrir le troisième. 6 sur 10. L'homme de l'eau. Un premier film sur le traitement de la mort, vu par un enfant avec un aspect fantastique, c'était ambitieux, mais ça ne creuse pas assez le sujet selon moi. Le personnage de la mère est sous-exploité, puis je reproche un aspect un peu trop feel-good au vu du sujet également. Sinon c'est plutôt bien fait, donc 5 sur 10. C'était l'été dernier.
Le film était ultra classique et cliché, c'était sympa à suivre, mais ça va pas au-delà. Aussitôt vu, aussitôt oublié, il n'apporte rien de plus au genre, n'a pas particulièrement une mise en scène originale, même si la photo est plutôt belle, 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films des 2 dernières semaines. Le film que je vais mettre en avant pour ces 15 jours, finalement, ce sera donc Annette de Léos Carax, parce que pour moi, c'est clairement, à ce jour, le meilleur film de l'année. Voilà, donc, alors, Léos Carax, faut savoir, c'est un univers à part, donc forcément, il y a des gens qui vont vraiment apprécier, d'autres qui vont juste pas accrocher au délire. Là, on est sur donc une comédie musicale, donc comme je vous l'ai dit, avec donc des thématiques qui vont critiquer que ce soit les médias, le public ou donc comme je l'ai dit aussi les stars, la starification de manière générale. Bref, au-delà de ça, ça parle aussi de paternité, ça parle aussi du couple, voilà, parce que tout ça c'est aussi des choses qu'a vécu le réalisateur et qu'il a voulu injecter dans son film. Donc c'est assez autobiographique a priori de ce que j'ai pu entendre dire. Bref, c'est un film que moi je vous conseille, il faut aller le voir et surtout en salle. Voilà, n'attendez pas de le voir en DVD ou après en VOD, etc. Voyez-le maintenant en salle, surtout que avec cette histoire de passe sanitaire, vous n'aurez peut-être plus l'occasion d'y aller avant un petit moment, donc allez voir maintenant, tout de suite là, en salle. Merci. Allez, à très vite, ciao.